Tous aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va essayer de parler de diversification. La diversification, c'est un concept essentiel pour un portefeuille. Vidéos qui en parlent sur YouTube, je trouve qu'elles vont peut-être pas assez loin ou alors qu'elles abordent pas tous les concepts de la diversification. Donc voilà, on va essayer d'y remédier avec cette vidéo. Premièrement, donc voilà, je vous ai fait une liste juste ici. Donc voilà, on a plusieurs points à regarder. Donc le pays et la devise, donc ça va de concert, hein, ça va ensemble. Le secteur, l'exposition géographique, la taille, le style et enfin l'allocation du capital. On va commencer donc par le pays. L'importance d'être diversifié géographiquement, tout simplement. Première raison, le Japon. Le Japon qui a connu une croissance phénoménale après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment un boom économique et immobilier. Cependant, ce boom-là, il s'est stoppé net en 90 avec la crise de l'immobilier. Et en fait, on voit que pendant les 30 années qui ont suivi 90, donc de 90 jusqu'à 2020, les indices boursiers ont globalement été flats et tous ceux qui ont investi en 90 ont perdu des sous pendant plus de 20 ans. Donc très très important d'être diversifié. Là on le voit, hein, ceux qui ont investi en 90, ils viennent tout juste de récupérer leur mise en 2020. Ceux qui ont réussi à flairer le potentiel du Japon après la crise de 2007, voilà, ils s'en sont mis plein les poches. Mais la plupart des Japonais, eux, par contre, ont perdu de l'argent à cause de cette déflation qui sévit encore au Japon, hein. On a un taux d'inflation qui est ridicule au Japon. Et donc ils sont obligés d'appliquer des taux d'intérêt hyper faibles, voire négatifs, pour essayer de compenser cette déflation structurelle. En parallèle donc du cas du Japon, je vous ai également mis un article qu'a reposté Zone Bourse. Ça montre du coup la performance annualisée nette d'inflation et avec le réinvestissement des dividendes des principaux pays sur plus de 120 ans. Donc 120 ans c'est essentiel, enfin au moins 50 ans on va dire que c'est essentiel pour avoir une idée de la performance à long terme en excluant les cycles économiques. Et on voit qu'en fait principalement les pays qui ont la meilleure performance à long terme, c'est des pays anglo-saxons ou des pays développés et qui ont une économie dynamique, donc principalement l'Afrique du Sud, l'Australie et les États-Unis dans le trio de tête. Les États-Unis qui finissent avec un 6,4% annualisé, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne mondiale qui est à 5%, alors que nous en France on est à peine à 3, 3,5%, ce qui montre que voilà en fait on est quand même bien en dessous à long terme de la moyenne mondiale. Et on le sait en fait en France il y a un biais domestique, ce qui veut dire que les Français ont tendance à largement investir leurs économies dans le CAC 40 ou les marchés français, alors que ceux-ci ne représentent que moins de 5% de la bourse mondiale en termes de capitalisation boursière. Donc c'est très très important d'être diversifié géographiquement pour éviter le scénario du Japon, mais également de sous-performer à long terme les marchés mondiaux. Donc en plus de se diversifier d'un point de vue géographique, et en termes de devises aussi, hein, avoir du dollar, de l'euro, du yen, du franc suisse, c'est intéressant de diversifier les secteurs. Ce qu'on le voit ici par exemple, on est sur un graphique qui nous liste la performance des 11 secteurs boursiers année après année sur les 14-15 dernières années. Donc c'est des années qui sont quand même assez exceptionnelles, hein, vu que de 2009 jusqu'à 2023, on a eu un rallye haussier phénoménal. On le voit ici avec la performance moyenne du S&P 500 qui est de quasiment 14% par an. Donc ça, c'est pas la performance à long terme du S&P 500 forcément. Là, on est sur des années qui sont exceptionnelles. Et on le voit, hein, les performances ne sont pas du tout réparties de la même manière. Et les trois secteurs les plus performants, c'est bien sûr la technologie qui arrive en tête, suivi de la consommation discrétionnaire et du S&P 500. Donc là, en fait, c'est juste le S&P 500 dans son ensemble. Et là, c'est tout simplement le S&P 500. Mais donc le troisième secteur, ce serait plutôt la santé. Et il faut savoir donc que dans la consommation discrétionnaire, il y a en fait beaucoup d'entreprises technologiques, comme par exemple Amazon, qui viennent booster la performance de ce secteur. Tout comme les télécoms, hein. Les télécoms qui comprennent par exemple des entreprises euh, comme Google ou alors Meta, qui sont eux plutôt dans l'informatique, mais qui sont considérés comme des entreprises des télécoms. Donc là aussi, ça vient booster l'entreprise. Et voilà, en fait, vous vous rendez compte que si vous aviez loupé principalement les deux secteurs, donc informatique et conso discrétionnaire,
eh ben, vous seriez passé à côté de toute la performance de S&P 500 ou presque, puisque ces deux secteurs-là, donc la consommation discrétionnaire a réalisé une performance de presque 17% par an, et l'informatique, elle est où, voilà, de 21% par an, donc c'est juste exceptionnel. À noter que ces performances-là, par contre, elles ne sont peut-être pas assurées dans le futur. On peut aller aussi regarder, hormis les secteurs, la taille des entreprises. Donc la taille des entreprises, c'est super important. Voilà, là on va se mettre sur le graphique de MSCI, qui compare du coup l'indice MSCI USA petite capitalisation avec l'indice MSCI USA classique. Et en fait, il faut savoir que l'indice classique USA, il est composé en grande majorité de large cap. Donc c'est comme si vous preniez un indice large cap. Et là, on le voit, bon, l'échelle n'est pas assez importante, on n'a que 24-25 ans environ de données, mais c'est suffisamment pour se rendre compte qu'il y a quand même une tendance que les small caps surperforment à environ 1 point, 1 point et demi de pourcentage les large caps, et ce sur une échelle de temps qui est quand même assez longue. Mais néanmoins, j'ai un graphe qui est encore plus parlant. Euh, Là, on voit sur une échelle de temps encore plus longue, donc 50 ans à peu près, tout simplement en fait que les small caps font bien mieux que les large caps. On a une légère sous-performance par rapport au mid cap, mais globalement, voilà, on a plus ou moins le même type de performance. Et on fait bien mieux du coup que le marché. Et là, par exemple, on le voit sur ce graphique, hein, mais le retour total du marché dans son ensemble et les large caps en fait est quasiment similaire, parce que comme on l'a dit, les large caps surpondèrent les indices boursiers hein, à hauteur de 80-90%. Donc c'est pour ça que vous avez la même performance. Donc voilà, là ça peut être intéressant d'avoir dans son portefeuille des mid caps qui vont être un peu plus larges que des small, mais qui ont quand même ce potentiel de croissance à aller chercher et qui résistent du coup un peu mieux aux récessions et aux périodes de crise économique. En supplément de la taille, un facteur très très important je trouve et qui est malheureusement assez oublié des investisseurs, c'est le style d'investissement, c'est-à-dire les values versus la croissance, donc valeur versus croissance. Et là c'est pareil, on a quand même des données qui sont assez anciennes, en plus de 50 ans, et on se rend compte tout simplement d'une chose, c'est que le MSCI World Value a une performance moyenne de 11,26% depuis 74, alors que le MSCI World Growth a une performance de 10,24, soit un point de pourcentage. Mais on le sait, hein, avec les intérêts composés, cette performance, enfin cette différence, ce delta-là de un point de pourcentage, à long terme, en fait, il va créer des écarts qui sont énormes. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant également de diversifier euh, les styles d'investissement. Et donc ce facteur-là de style d'investissement, value versus croissance, il est hyper important à mettre en place parce que si, imaginons, vous avez par exemple dans votre portefeuille, je sais pas, une entreprise comme Enphase Energy, Celsius Holdings ou encore Nvidia, donc trois entreprises qui sont dans des secteurs complètement différents, et bien pourtant, comme ces entreprises-là, en fait, ce sont trois entreprises de croissance, et bien elles vont réagir de la même façon en période d'expansion et en période de contraction, c'est-à-dire de crise économique ou de récession. Donc si globalement vous n'avez pas de secteur ou d'entreprise dont le style d'investissement est opposé à de la croissance, vous allez globalement avoir une énorme volatilité en période de crise économique et enfin une volatilité mais qui est du coup positive pour les périodes d'expansion économique. On arrive sur les deux derniers points de la vidéo, c'est-à-dire l'allocation du capital et le style d'entreprise. On va commencer par l'allocation du capital, pardon. Pour cela, on va utiliser plusieurs entreprises. Une entreprise que j'aime particulièrement qui s'appelle Constellation Software. Ils sont spécialisés dans l'acquisition d'entreprises qui produisent des logiciels. Donc c'est une entreprise canadienne, ça marche super bien. Si on regarde du coup plutôt du côté des flux de trésorerie, on observe tout simplement que, premièrement, voilà, vous avez la ligne ici des dépenses d'investissement. Et quand vous comparez ça, par exemple, au flux de trésorerie, en fait, vous vous rendez compte que l'entreprise ne réinvestit que 3 à 4% de manière organique ces flux de trésorerie. Donc quasiment aucun besoin de réinvestissement, ce qui paraît logique vu qu'on est dans l'industrie des logiciels. Mais par contre, elle va réinvestir ses bénéfices de manière inorganique, c'est-à-dire via des acquisitions. Et donc le fait de réinvestir son argent de manière inorganique, ça va nécessiter une bonne équipe de direction qui sache faire des acquisitions correctement et ne pas payer trop cher les entreprises. Alors que si elle avait distribué directement son chiffre d'affaires, pardon, ses bénéfices en rachat d'actions ou en dividende, en fait ça fait un point en moins sur les épaules du management, si vous voulez. Car là, du coup, ils vont devoir faire appel à des équipes de fusion-acquisition pour aller chercher
les meilleures entreprises à acquérir. Ils vont devoir rencontrer les dirigeants des entreprises, faire de nombreux entretiens. Alors forcément, ça peut être très fructueux. Là, pour le coup, Constellation Software, ils sont spécialisés là-dedans et ils sont excellents. Mais voilà, c'est toujours une pression en plus pour le management et ça nécessite que voilà, l'entreprise soit très bien gérée. Contrairement à une entreprise comme AutoZone, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans la distribution de pièces détachées pour les voitures, ils vont faire aucun réinvestissement inorganique, donc très très peu d'acquisition d'entreprise. Mais en fait, tout le free cash flow va servir à racheter des actions. Là, on le voit ici, hein, la ligne des rachats d'actions, en fait, elle est quasiment égale, voire supérieure certaines années au montant des free cash flow. Donc là, ouais, globalement, là, sur les 3 dernières années, l'entreprise a un peu abusé et a émis de la dette pour racheter ses actions et ensuite directement créer de la valeur aux actionnaires. Donc là, par exemple, le fait d'investir sur AutoZone, ça vous permet, finalement, de ne pas nécessiter, enfin que l'entreprise ne nécessite pas un management exceptionnel comme d'autres entreprises pourraient le demander. Une entreprise comme Coca-Cola par exemple, qui est implémentée partout, ne nécessite pas un bon management pour fonctionner. Ça veut dire que vous pouvez mettre presque n'importe qui à la tête de l'entreprise et Coca-Cola continuera à tourner tous les jours de la même manière, voilà, sans souci. Alors que pour voilà, Constellation Software, c'est différent. Donc ça, voilà, c'est une allocation du capital. C'est important d'avoir plusieurs types d'allocation du capital. Si vous avez une entreprise, par exemple, comme TSMC, on va regarder, hein, TSMC, c'est hyper intéressant aussi. TSMC, eux, donc c'est une fonderie de semi-conducteurs. Et en fait, on le voit, hein, ils dépensent énormément. Là, en haut, on a les 41 milliards de flux de trésorerie opérationnels. Et en fait, bah, il y a les trois quarts qui partent directement en dépenses d'investissement. Donc au final, ça vous fait quand même beaucoup moins de free cash flow à la fin de l'année à être redistribué aux actionnaires. Mais pour le coup, vous avez une entreprise qui est globalement stable. Vu qu'une entreprise concurrente qui veut fabriquer des semi-conducteurs et se positionner en tant que concurrent, elle va devoir investir globalement les mêmes montants que TSM pour développer son activité, c'est-à-dire en gros des dizaines de milliards d'années, des dizaines de milliards de dollars chaque année. Ça, c'est pour l'allocation du capital, et en fait, ça rejoint globalement ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le style d'entreprise. Donc, il y en a trois, les entreprises de services, les entreprises de distribution et les entreprises de production. Donc, il y a quelques points à regarder qui sont assez importants. On va continuer avec les entreprises qu'on a déjà vues, hein. Par exemple, AutoZone. Donc, AutoZone, c'est de la distribution. Ce qui est important à regarder et ce qui va fortement influencer les résultats d'une entreprise de distribution, ça va être l'évolution de l'inventaire. Est-ce que l'entreprise arrive à bien gérer son inventaire? Est-ce qu'il n'est pas surdimensionné? Et si vous avez un inventaire qui est surdimensionné, ça va venir diminuer les free cash flow. Donc c'est hyper important que l'entreprise gère bien ses stocks pour une entreprise de distribution. Vu que voilà, l'évolution du besoin en fonds de roulement et donc en fait l'inventaire va très fortement impacter les flux de trésorerie. Globalement, pour les entreprises de distribution, on a souvent des marges assez faibles, hein. Là, ici, on est à 15% de marge nette, mais ça reste quand même assez élevé pour de la distribution. Alors que par exemple, pour des services, une entreprise de service, on va prendre par exemple Paychex, qui fournit des logiciels de comptabilité et de ressources humaines. Paychex, en fait, voilà, on a des marges beaucoup plus élevées, hein. Par exemple, ici, on a une marge d'exploitation en fait, de 40%. 40%, c'est quand même très très élevé. Et une marge nette d'environ 30 à 35%. La différence, donc, ça va être au niveau des marges, mais aussi au niveau de l'inventaire, puisqu'on le voit ici, hein, inventaire total. Et ben, en fait, l'entreprise n'a pas d'inventaire, vu que ce sont que des logiciels, elle n'a pas de produits, de stock en cours. Ça va être que de l'inventaire. Et ça se reflète aussi sur les flux de trésorerie, vu que vous n'avez quasiment pas d'inventaire, un besoin en fonds de roulement qui n'impacte quasiment pas l'entreprise. Ce qui fait qu'au final, voilà, vous avez des free cash flow qui sont très élevés par rapport aux bénéfices nets et qui sont globalement constants. Mais l'inconvénient, c'est que si vous avez des flux de trésorerie élevés et peu de besoins en capital, là on le voit ici aussi, hein, les dépenses d'investissement sont de même pas 10% chaque année, 10% des flux de trésorerie, donc c'est ridicule, hein. L'entreprise en fait peut énormément redistribuer aux actionnaires. Donc si vous n'avez pas à gérer de stock et que vous avez très peu de dépenses en capital, ça va amener énormément de concurrence. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Paychex va avoir plusieurs concurrents et qui pourront, si vous avez une entreprise avec suffisamment de fonds et un visionnaire à sa tête, un ou une visionnaire à sa tête, et ben en fait l'entreprise peut complètement disrupter la chaîne de valeur du secteur et devenir numéro un.
Donc voilà, c'est quand même très important de surveiller les entreprises de services et leurs concurrents, vu que ça va extrêmement vite dans ce secteur-là. Et enfin, dernièrement, en fait, on a les entreprises de production. Donc là, par exemple, on va prendre Amphenol, hein, qui fabrique des composants électroniques pour plusieurs industries, notamment l'automobile, l'armement, etc. Eux, en fait, ils vont avoir un stock, mais le stock va impacter en général un peu moins les flux de trésorerie de l'entreprise. Mais par contre, là, on a des dépenses d'investissement qui sont quand même un peu plus importantes. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus important, hein. On n'a pas une entreprise là qui réinvestit énormément, mais si on prend par exemple le cas de TSM tout à l'heure, voilà, on avait une entreprise qui reversait quasiment 70-75% de ses flux de trésorerie opérationnels dans le réinvestissement de l'entreprise, le maintien de l'équipement et de l'investissement dans la croissance. Et en général, on a aussi des marges un peu plus élevées que dans la distribution avec des entreprises de production. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel, c'est les points essentiels à maîtriser si vous voulez réussir à diversifier un portefeuille. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!